Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreuses et nombreux assister à ce talk, qui est essentiellement un retour d'expérience. Donc, un jour, on nous a dit, vous avez 12 mois pour repartir de zéro et refaire une plateforme de poker chez Betclic. Vous avez carte blanche, mais vous avez 12 mois. Le défi était quand même colossal, mais on a décidé de mettre notre intuition en avant et aussi surtout de s'appuyer sur beaucoup de méthodologies, mais de méthodes pour y arriver. Spoiler, hein, on a tenu nos engagements, quasiment, on verra, de délai, je veux dire, et on va vous montrer comment on y est arrivé et surtout comment, par quelles astuces et quelles méthodologies on a pu le faire. Donc tout d'abord un peu de contexte. Donc il faut savoir que auparavant, Betclic utilisait du poker marque blanche. Est-ce que les gens savent ce que ça veut dire marque blanche dans la salle? À main levée? Ok. Bon, white label, je ne vais pas passer dessus. On voulait faire notre propre plateforme. Notre propre plateforme, c'est pour d'abord avant tout être autonome et réactif, donc avoir de l'avance sur la concurrence. Et bien sûr, c'est pour la compétition, c'est un peu une redite, mais on est dans un milieu très compétitif et il faut avancer vite. Et aussi, surtout et avant tout, on voulait moderniser le poker, parce que le poker, de manière, les interfaces étaient quand même vieillissantes, elles dataient à peu près des années 2000 en termes de rendu, donc on voulait apporter quelque chose de frais dans le domaine. L'ambition, elle était assez haute, c'était donc comme j'ai dit, de venir avec une nouvelle plateforme de poker, mais surtout une application cross-device et cross-platform. On a commencé le dev en septembre 2023 et on a bootstrappé le projet, on l'a lancé. On était sous NDA public, ça c'est classique, hein, mais interne aussi. C'est-à-dire que même chez Betclic, l'entreprise ne savait pas sur quoi on travaillait. Ça a duré longtemps. On a commencé à une squad de 10 personnes, dont 8 devs. Et on avait cette date butoir d'1 an. Donc maintenant qu'on a tout ça mis en place, eh bien, il va falloir la construire, cette application de poker. Donc première chose, eh bien, la première difficulté qu'on va avoir, c'est la complexité métier. Aujourd'hui, comme Nicolas l'a dit, on avait une application de poker en marque blanche, donc on déléguait le développement et l'utilisation de cette plateforme. Donc il va falloir tout réintégrer de zéro en interne à Betclic. On a également des complexités techniques qui arrivent, notamment le gaming en temps réel, nouvelle chose que nous n'avions pas chez Betclic aujourd'hui. On faisait principalement du pari sportif. On a des mécaniques de concurrence où maintenant les joueurs ne vont pas jouer contre les cotes et contre Betclic justement, mais vont jouer contre les joueurs. Donc on introduit la notion de PVP. Et on a enfin notre dernière contrainte, et pas des moindres, c'est que le poker en France est audité par l'autorité nationale des jeux. Donc c'est-à-dire que n'importe quelle fonctionnalité qui va sortir sur l'application de poker doit être au préalable validée par cette institution. Donc on est parti. Comment on fait cette application de poker? Donc moi je vais vous expliquer comment on a développé la partie front-end. Tout d'abord, on nous a demandé des prérequis. Qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut pour faire une application de poker? Pour ça, on veut un outil, un framework qui va supporter toutes les plateformes. On veut que notre application soit disponible à la fois sur mobile, mais aussi sur desktop. On veut également que ce soit performant. Le poker, c'est visuel, c'est dynamique, ça bouge. On voulait au moins 120 fps pour avoir une expérience d'utilisation agréable. Et enfin, et pas des moindres, on avait notre contrainte principale, qui était qu'il fallait que notre application de poker soit intégrable dans l'application existante Betclic, donc l'application de paris sportif, directement dedans. Donc on avait plusieurs options. Est-ce qu'on réécrivait en natif l'application de poker dans chacun des langages iOS, Android et sur le desktop, ou alors on avait d'autres possibilités. Notre choix s'est tourné vers Flutter. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'est Flutter dans la salle? Très bien. J'ai préparé une slide exprès pour vous. Donc Flutter, rapidement, c'est un framework multiplateforme. Donc en une base de code, on va pouvoir targeter toutes les plateformes, donc mobile et desktop. C'est un framework créé par Google en 2008. On écrit du code en Dart. Ça répond à notre problématique. Flutter est performant. Flutter a un rendu à 120 fps par défaut sur toutes les plateformes. Et surtout, et pas des moindres, comme je vous ai expliqué, ça répond à notre problématique principale que on va pouvoir embarquer notre application dans les applications natives
iOS et Android via une compilation en framework. On peut créer un framework de notre application qui va être intégré dans les applications natives iOS et Android. Et pour le desktop, ce sera une vraie application Flutter standalone qui pourra être déployée. Donc maintenant qu'on a les bases, on sait en quoi on va écrire notre application, on peut commencer à implémenter les premières features. La première feature principale de notre application de poker, ça va être de gérer le temps réel. Comme je vous l'ai dit, on est sur une application qui fait du PVP, donc il va falloir qu'on soit réactif. Donc pour ça, on va s'appuyer principalement sur la partie WebSocket. Et pour la partie front, il va falloir qu'on récupère. Ici, comment ça se passe pour récupérer l'information de mon joueur? Je vous la remets. Comment je récupère l'information ici de mon joueur à la table qui met une mise? Donc là, il raise à 12 blindes. Comment ça se passe dans l'application? Je vous ai mis un petit schéma. Le serveur va nous envoyer un message JSON classique que nous, on va parser, qu'on va ensuite arriver dans un reducer qui, lui, va concaténer toutes nos données avec les données précédentes et les nouvelles qui viennent d'arriver dans un objet de table, principalement, qu'on va voir juste après. Et c'est notre UI qui va aller écouter ces changements de cet objet pour justement afficher les nouvelles informations à la table. Deuxième chose pour le temps réel, on va avoir donc, comme je vous l'ai montré, la réception des événements, mais on va également avoir l'envoi des commandes. Parce que sur une application de poker, on peut effectuer des actions. Donc comme ici, comment je vais faire, comment ça va se passer pour envoyer des actions de la part des joueurs et que ce soit reçu pour tous les autres joueurs à la table. Et bien là, c'est dans l'autre sens. On part de la UI, donc le joueur qui clique sur le bouton. On va transformer cette action via un mapper pour envoyer une commande WebSocket au serveur qui, lui, ensuite, repropagera cette action à tous les autres joueurs à la table. Cette fameuse table. Toutes les données qu'on reçoit en WebSocket sont reçues dans un objet qui ressemble grosso modo à ça. Chaque information, donc, comme je vous l'ai expliqué, passe par les réduceurs et va venir s'intégrer dans cet objet. Et ça va être ça notre source de vérité dans l'application pour gérer toutes les interactions à la table, dans quel contexte on se situe, est-ce qu'on est sur un mode à 3 joueurs, à 6 joueurs, à 9 joueurs, et toutes les actions de nos joueurs qui se passent. Donc là, c'est comment on stocke nos données, mais comment on va réagir à cette donnée. Donc on la reçoit directement du WebSocket, mais il faut la propager à tous nos composants pour qu'ils puissent réagir et afficher les informations nécessaires. J'espère qu'on voit très bien. Mais on a utilisé donc des applications de management d'état, de state management, et notamment Riverpod en Flutter pour récupérer donc le flux de données brutes de WebSocket avec notre donnée qui a été transformée et mise en domaine pour être ensuite providé à notre application via ce table notifier. Et un exemple de widget tout en bas, pour exemple afficher, c'est vraiment un extrait de code, afficher le pseudo des joueurs, comme on l'a vu sur les vidéos. Eh bien, on va récupérer ce flux et on va en extraire seulement le nom du joueur qui se trouve dans notre objet de table. Donc là, grosso modo, on a la partie récupération de données, affichage et réagir aux changements. Maintenant, il va falloir rendre cette application jolie. Donc pour rendre cette application jolie, il va falloir implémenter des designs. Donc comment on passe de la première implémentation faite par les développeurs un peu à l'arrache pour tester que tout marche bien, à justement une application comme celle-ci qui a été maquettée, designée et implémentée donc, par les designers et les développeurs. Donc comment on a travaillé, nous, à BetClick? On était en étroite collaboration avec les designers dès le départ dans l'implémentation des maquettes pour trouver la méthodologie parfaite pour implémenter ces designs et s'adapter surtout à tous les layouts d'écran. On voit ici donc un exemple d'une vraie maquette Figma de la table qu'on a au poker. On voit, j'ai fait exprès de vous montrer les positions. Donc là, la position du composant de joueur par rapport au haut de l'écran et à la gauche de l'écran. C'est comme ça, grosso modo, que la majorité de nos composants sont positionnés sur l'affichage de l'écran de la table. Ensuite, une fois qu'on a ces données, on va venir les stocker. Pour chacun des éléments de la table, on va aller reporter sa taille, donc comme ici, elle a une certaine valeur, et sa position par rapport en haut de l'écran et à la gauche de l'écran. En fonction de ça, on va pouvoir justement déterminer une taille de référence de nos composants, ainsi que leur position, pour ensuite les appliquer à d'autres tailles d'écran. Donc ici, les maquettes sont faites sur un écran d'iPhone 14 de référence. Donc nous, dans le code, on va aller reporter ça, toutes ces valeurs, avec
ces données qui sont d'un iPhone 14 pour ensuite les transformer. Donc, on voit sur l'écran du bas, on reporte toutes ces valeurs sur un iPhone Portrait, un iPhone Landscape, et on fait la même chose pour une application desktop. Et ensuite, tout simplement, on va venir récupérer donc en premier lieu toutes ces valeurs, et dans un second temps, on va aller faire le ratio par rapport à notre taille d'écran actuelle. Donc par rapport à un iPhone 14, ma taille d'écran courante, on fait le ratio et on applique ça à toutes les positions de nos composants sur l'écran. C'est comme ça qu'on arrive à être responsive sur la majorité de nos devices, pour ne pas dire tous. Maintenant, on a de la donnée, on sait les afficher, mais ça ne suffit pas. Nous, on voulait que ce soit dynamique et qu'on ait une expérience vivante à la table. Donc logiquement, le prochain pan, ça va être les animations. On avait plusieurs options en Flutter pour gérer les animations. La première et la plus répandue étant Flutter Animate. Flutter Animate, vous vous doutez qu'avec les croix, ce n'est pas ce qu'on a choisi, parce que, pour trois raisons principales, c'est que c'est des animations qui s'écrivent avec du code. Nous, on est des feignants, on n'est pas des designers, on ne voulait pas écrire du code. C'est hyper limité, surtout pour des animations complexes. Vous vous doutez bien que quand on fait une application de poker, on veut des cartes qui bougent, on veut des jetons qui vont partout sur la table. Donc pour faire ça en Flutter Animate, c'était très compliqué. Et l'un des derniers points, c'était que c'était très verbeux pour faire des animations. Donc nous, on s'est tourné vers le framework Rive. Rive, c'est un outil d'éditeur, donc un logiciel qu'on peut directement donner aux designers et qui, eux, vont aller construire toutes les animations dans l'éditeur pour ensuite nous renvoyer le fichier. C'est un éditeur qui permet de gérer des états, donc avec des state machines, donc pour faire des animations complexes en fonction de tel état précédent de l'animation. Si je suis dans un état 1, eh bien, je ne peux que aller dans l'état 2 et pas directement passer de 1 à 3, par exemple. Tout ça se gère directement dans l'éditeur. Et enfin, c'est interactif, et c'est ça qui est hyper important, c'est qu'une fois que l'animation a été créée, nous, directement, depuis le code, on va aller pouvoir interagir avec ce fichier d'animation pour lui dire je veux que l'animation soit dans tel état. Je veux que mon animation de joueur, eh bien, je peux lui envoyer le pseudo du joueur directement dans l'animation. Donc nous, on ne fait qu'interagir avec ces animations sans même avoir à les implémenter. Donc petit exemple sur ce qu'est l'éditeur de Rive. Ici à gauche, c'est ce que nous, on va interagir dans le code pour aller déclencher, vous voyez toute la gestion des états que je vous ai mis ici, pour aller déclencher différentes animations en fonction du moment et de la donnée qu'on va recevoir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les WebSockets. Je vous le remets une deuxième fois. Je fais mon animation, je distribue ma première carte, ma deuxième, et je gère mes états. Est-ce que je passe dans un état all-in? Est-ce que j'ai foldé? Et c'est directement là-dedans que toutes ces animations sont gérées. Le flow d'animation côté application, toutes les animations sont gérées côté serveur. Donc à chaque fois, le serveur va nous envoyer le temps disponible pour qu'on puisse jouer nos animations. Et donc, nous, on va aller les traiter. Donc pareil, via un reducer. On vient les mettre dans notre objet de table que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça notre source de vérité. Et qui ensuite va les redescendre petit à petit avec un système de queue, de priorisation, pour aller targeter les widgets qui ont besoin de jouer cette animation. Donc tout ça, mis bout à bout, la donnée, le design et les animations, on fait que on a réussi à avoir une application qui est moderne, qui est fluide et qui est agréable à jouer. Comme on voit ici, on retrouve toutes les animations Rive que je vous ai montrées, au moins l'animation des cartes, c'est exactement celle-ci. Et en poussant Rive encore plus loin, on peut avoir des animations de la sorte. Vous allez voir, donc c'est surtout notre tout dernier mode de jeu, là, le SKO qui est sorti. On va pouvoir avoir des animations full screen et qui poussent vraiment le jeu jusqu'à aller casser la table, système de trou noir, et tout ça sans écrire une ligne de code, juste en interagissant, comme je vous l'ai expliqué, avec les animations. Évidemment, je vous ai montré que du mobile pour l'instant, mais on a la même chose sur desktop, où ici, on a partagé pas loin de 95% de code qui est similaire entre nos applications iOS, Android et desktop. Oui, c'est super Loïc, tu as cassé la table, mais heureusement il n'a pas cassé le back-end. Donc je vous laisse profiter un peu de la vidéo parce que c'est quand même super... Enfin bon, ça, je suis pas super objectif, mais voilà.
Oui, on va parler un peu maintenant de back-end. Donc, la partie un peu à l'ombre, hein, bien sûr, mais qui est primordiale, hein, pour ce jeu de poker. Donc, le contexte d'entreprise fait on voulait tout prendre sur l'étagère au maximum, en SaaS PaaS, pour certaines briques, bien entendu, on va voir lesquelles. On fait de l'archi-hexa chez Betclic tout le temps, peu importe les technos, avec un petit mix de domain-driven design. On est parti très rapidement côté back-end pour un choix Kotlin 14. On verra pourquoi juste après. On est immutable first, donc on fait de l'immutabilité partout, dans toutes nos entités. Et on est API first parce qu'on s'expose en premier au monde extérieur avant de réfléchir à comment on implémente. Ça, c'est des contraintes fortes et c'est des vœux forts chez Betclic. Et enfin, puisqu'on est dans un mode de jeu, le cas d'usage de CQRS s'y prête énormément. On verra ce que c'est que CQRS pour ceux qui ne se rappellent pas tout à fait. Et on produit des événements aussi, parce que tout ce qui se passe à la table est un événement, entre autres. Donc, pourquoi Kotlin? Parce que c'est un langage qui est moderne, qui est très haut niveau, qui est très concis. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Vous prenez un service d'entreprise classique Spring Boot Java, JDK 21, vous prenez le même service en Kotlin, vous avez fait la même chose et vous l'écrivez en 20 à 30%, 35% même de lignes de code en moins. Alors, c'est pas que des lignes en moins, c'est aussi de la lisibilité, de la maintenabilité. C'est aussi des tokens en moins. Désolé, on est obligé d'en parler. C'est des Vox. Et du coup, on a aussi de la programmation fonctionnelle très haut niveau, très pratique. Et ça décourage la mutabilité et l'héritage. Et j'en parlerai juste après, mais ça gère aussi les coroutines. Pourquoi les invariants et l'immutabilité, c'est de la bombe bébé? Pourquoi ça marche bien ensemble? Parce que le duo fonctionne de manière très élégante. Pourquoi? Là, si vous allez au petit 1 que j'ai noté en bas, on assoit un nouveau joueur à la table. Donc là, c'est une classe table, c'est littéralement quasiment celle qu'on utilise dans le code. On assoit un joueur à la table. Ce que vous voyez qui est original, c'est que quand on assoit un joueur à une table, ça crée une nouvelle table. Bon, c'est étonnant, mais c'est ça l'immutabilité. C'est que quand on fait une mutation, un changement, on réinstancie un objet. C'est ce qui se passe ici. On copie la table en modifiant que les joueurs dans lesquels on vient asseoir le nouveau joueur. Un joueur qui part, peu importe. Mais pourquoi c'est important avec les notions d'invariants? Les invariants, c'est le 2 init. Le init est appelé systématiquement avant l'invocation du constructeur. Le constructeur, il est là en Kotlin. Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire que ça m'assure que je ne pourrai jamais instancier une table dans le mauvais état. J'interdis des états invalides dès l'instanciation de l'objet. Donc, à chaque fois que si je fais mon copie et que je rajoute un joueur de trop, l'invariant qui dit que le nombre de joueurs doit être compris entre le minimum et le maximum explose. Alors, il explose pas de manière dramatique, hein. Ça lève une illegal state exception. Et après, on peut la gérer. Si on n'oublie pas. Non, je plaisante. Là, après, on vérifie que les joueurs ont une place distincte à la table. Chacun des joueurs a une position distincte. Mais il y a plein d'invariants qui sont dans notre domaine comme ça vérifiés de cette manière-là. Les value classes, pourquoi c'est très important quand on fait du DDD par exemple? Quand on joue au poker, il y a des jetons sur la table, hein. On les a vus, Loïc les a montrés. Les jetons, je ne sais pas si vous êtes allé au casino, on ne peut pas casser un jeton en deux. Ou alors le casino vous allez avoir des problèmes. Mais c'est pareil, dans notre appli, en fait, dès le début, on s'est assuré que les développeurs ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Quand on fait une division de chips parmi n joueurs, si le développeur essaie d'appeler cette fonction, on va lui dire, déjà, ça ne va pas compiler grâce à cette deprecation level error, ça ne va pas compiler. Et on va lui dire, non, tu dois faire un split by. Et le split by va forcer le développeur à dire, qu'est-ce que je fais du reste dans la division euclidienne? Donc ça, c'est très important, et on l'a appliqué à énormément de concepts. C'est-à-dire que on ne peut pas arriver dans un état, encore une fois, invalide, puisqu'on vérifie par ces fonctions-là que le développeur doit gérer le reste. Donc à qui va le chip restant? Donc là, je disais, ça compile pas, ça souligne en rouge le divisé, parce que c'était une fonction d'opérateur, hein, ici. Donc on ne peut pas faire 123 chips divisé par 2. Et par exemple, là, c'est la fonction qui répartit le pot. Il y a un pot sur la table, on le répartit à tous les joueurs en fin de main. Voilà, on peut le faire avec le spread operator. Je divise le pot en nombre de joueurs, ça me donne une partie entière, un reste. Et grâce à cette fonction élégante de méthode fonctionnelle, là, je fais un associate with. Et ce que ça donne, c'est que 7 chips divisé par 3 joueurs, ça fait 2, reste 1. Et donc, je les affecte comme ça aux joueurs. Le reste est en jaune.
Ça, c'est très élégant et ça garantit que l'appli est très stable et qu'on ne peut pas faire de bêtises avec. On a eu beaucoup de problématiques techniques côté back, notamment, comme on l'a dit au début, c'est du jeu temps réel et du jeu temps réel bidirectionnel entre les serveurs et les devices. On voulait une latence inférieure à 50 millisecondes parce que dans le jeu vidéo, si vous faites une latence supérieure, ça commence à se voir, c'est pas bon. Les animations et les timings, comme l'a dit Loïc, sont intégralement gérés par le serveur, c'est-à-dire que c'est le serveur qui dit quand et quoi animer et quand est-ce que l'animation se termine. Ça permet à l'application de pouvoir faire des catch-up si elle est un peu trop lente ou d'attendre un peu si elle est trop rapide. Ça permet de faire on voulait aussi faire des optimisations d'infrastructure parce qu'on voulait un réseau très performant et accueillir beaucoup de connexions et avoir du hardware assez rentable, pas à partir dans des coûts extraordinaires. Donc comment on a fait ça ? On utilise Ktor en serveur d'application. Ktor, c'est très combo avec Kotlin. C'est pas un framework, hein, c'est un agrégat de librairie finalement. Donc ça nous laisse beaucoup la marge sur l'évolution. C'est moins contraignant qu'un Spring Boot ou un Quarkus. C'est très léger et ça gère ses coroutines natives. Donc nous, on fait de la programmation concurrente énormément au poker. Donc on en avait énormément besoin. Ça gère les WebSockets aussi HTTP2 et surtout on peut substituer en une ligne de code l'implémentation du serveur de Netty à Jetty à ce qu'on veut et pareil pour les clients, on peut les substituer à la volée. Donc ça nous a permis de nous sauver sur certains bugs qu'on a découverts sur certaines librairies. On peut aussi n'en faire pas la porte à gRPC protobuf puisqu'on peut aussi tout à fait utiliser ça même si c'est pas le cas à l'heure actuelle. On a parlé d'étagères, sur l'étagère, donc on s'est appuyé sur AWS GameLift. GameLift est utilisé notamment par Fortnite, etc., certains éditeurs de jeux. On n'a utilisé que 2 briques, Fleet et pas intégralement, et FlexMatch. On va voir ce que c'est que Fleet et FlexMatch. Donc d'abord, on va regarder FlexMatch. AWS FlexMatch, c'est du matchmaking. C'est de la mise en relation de joueurs, en fait. C'est du ticketing. Donc on dit, j'ai un moteur de règles, je le décris, c'est déclaratif. Je veux que mes joueurs soient minimum 3 et maximum 3. Je veux qu'ils n'aient pas les mêmes IP pour des raisons évidentes de collusion au poker. Et ensuite, ils viennent gérer pour nous tout ce qui est machine à état du ticket. Il est en cours, il est annulé parce que la personne a cliqué sur annuler. On a trouvé un match de 3 joueurs, on peut lancer la partie, etc. Donc voilà, recherche, match trouvé. Ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est l'archi du cœur de l'expérience du poker, de très haut niveau. On a une gateway historique Betclic HTTP ici, et on a dû introduire une gateway WebSocket qui n'existait pas pour pouvoir connecter les devices aux tables, et les devices parlent également en HTTP synchrone, HTTPS synchrone. Et Fleet et FlexMatch sont centrales, on les voit là. En gros, je ne vais pas m'étendre, mais le gestionnaire de salle, qui est un microservice Fargate, communique avec Fleet et FlexMatch, et également Fleet communique avec les tables pour dire « Ah, tu existes, je vais devoir te tuer, etc. etc. » Enfin, t'éteindre. C'est radical. Du coup, il y a une grosse problématique qui est arrivée assez vite, c'est qu'on veut rajouter une nouvelle instance parce qu'on, par exemple, on a livré des nouvelles features géniales. On veut les déployer, mais le problème c'est que nos tables, sur une instance GameLift, c'est le C2, c'est une VM. On a beaucoup de tables et elles jouent ces tables. On ne peut pas juste les éteindre et puis dire allez c'est fini, on passe à la suivante. Donc qu'est-ce qu'on a dû faire, c'est que comment on gère la mise à l'échelle déjà et les rolling updates, c'est ça, comment on passe d'une version N à N+1. Je l'ai schématisé ici, je vous l'expliquer rapidement. Donc là, on a une table qui joue avec, on a même une instance GameLift EC2 qui joue avec plusieurs tables. Et il y a une nouvelle qui arrive, elle est vide forcément au début, il n'y a personne. Donc là, Fleet va venir diriger des joueurs dessus, puisqu'elle vient de s'enregistrer. Et donc là, l'unité atomique, c'est le game server. C'est-à-dire que chez GameLift, le game server, nous, ça représente une table. Un game server est une table. C'est une spécificité parce que chez GameLift, normalement, un game server, c'est censé être une instance Fortnite qui accueille 60 joueurs, par exemple. Nous, c'est 3 joueurs. Donc on a eu des petites problématiques, notamment. Donc là, on commence à vider l'ancienne table. Donc là, il n'y a plus de table. Mais GameLift, naturellement, ne savait pas éteindre la VM parce que, je vous rappelle, l'unité, c'est la table, c'est pas l'instance. Donc on a dû créer un control plane qui est à côté, là, qui tourne sur cette instance EC2 pour dire c'est bon, j'ai plus de table qui joue, j'éteins l'instance. Une fois qu'elle est éteinte, on l'éteint et on l'enregistre du Game Server Group, qui est un auto-scaling group AWS particulier. On l'éteint et la nouvelle table joue avec les nouvelles features.
et on décommissionne peu à peu, progressivement, les anciennes. Il y a une partie clé, c'est le premier microservice qu'on a mis en production, c'est l'aspect aléatoire dans le jeu vidéo, et notamment quand on a un jeu de poker avec de l'argent en jeu, on ne peut pas se permettre de faire du pseudo-aléatoire classique, un random. Il faut impérativement passer par une source de vérité auditable, externe, tierce, pour générer les graines en pseudo-random qui vont être utilisées pour générer notamment les decks de cartes, le multiplicateur ici, qui a été sélectionné arbitrairement pour lancer la table, la position à la table aussi, parce que c'est un rôle clé au poker, la position à la table. Et ensuite, voilà, on appelle le RNG service qui va prendre cette graine-là. Il y a un petit cache ici qui périme au bout d'une demi-heure pour être sûr qu'on n'ait pas la main sur cette source d'aléatoire, et on renvoie les cartes. Ça, c'est audité par l'ANJ dont on a parlé au début. Ce code-là n'a pas bougé depuis septembre 2024 parce qu'il est scellé, et c'est ce qui garantit à nos joueurs qu'ils jouent sur une plateforme fiable et fair. Voilà. CQRS, donc bon, je ne vais pas m'étendre dessus, je vais être assez rapide. Vous en avez mangé normalement dans les précédentes confs, c'est pas récent. C'est comment on sépare des modèles de lecture, et on a des commandes qui font une mutation. Et la mutation, c'est une action au présent qui déclenche un changement d'état. Ce changement d'état peut générer 0 ou n événements, c'est pas obligatoire. Et on a des queries qui interrogent l'état. Les queries sont pas forcément sur le même modèle de lecture que le modèle d'écriture. C'est tout l'intérêt de CQRS. Chaque mutation, donc on voit un ou des événements qui déclarent un changement au passé, au prétérit. C'est important dans le nommage. Donc là, c'est pareil. Très rapidement, en vue très haut niveau, on a l'exposition WebSocket à gauche. Ça, c'est une table, c'est l'anatomie d'une table. On a l'exposition HTTP au-dessus. Et on voit qu'on rentre des commandes dans le command query flow. Ça, c'est un mutable shared flow en Kotlin. C'est un peu, si vous avez fait du Go, il y a les channels. En Kotlin, il y a aussi les channels, mais ils sont venus avec des sortes de brokers de messages dans le langage qui s'appellent des mutable shared flow. Et ça, c'est un flux, un broker interne à la table en mémoire. Donc il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'infrastructure, c'est vraiment la table qui est capable de faire du queue de commandes. Ensuite, cette commande, elle est consommée par la table, ça provoque une mutation, ça provoque un événement au passé. C'est reconsommé soit en interne, soit réexposé sur la WebSocket. Un joueur fait un bet, ça fait une commande de bet, la table place le bet, et elle dit le joueur a fait un bet. Et toutes les tables et tous les joueurs à la table reçoivent le joueur a fait un bet. Et donc c'est un peu pour l'illustrer, c'est ça. La table fait des choses, et nous on a des briques qui sont juste à côté ou externes qui viennent s'abonner aux événements qui se sont passés à la table. Par exemple, les filtres de WebSocket, donc ça c'est pour l'exposer directement aux clients et les applications. On a SQS AWS qui vient gérer l'historique des mains parce que c'est légal, les joueurs doivent pouvoir retrouver leur historique de main. Et on a aussi des réduceurs en mémoire à côté de la table pour dire quel est ton bilan financier, combien tu as gagné, perdu, c'est très important aussi. Et on a un timekeeper. Alors ça, c'est une brique qui est clé, qui est centrale à la table de jeu. On va voir ce que c'est que le timekeeper. Le timekeeper, c'est une classe, hein, c'est un singleton, on va dire, qui planifie des actions asynchrones. Donc là, vous pensez coroutine immédiatement. Et ça gère 3 types de choses qu'on a appelées, nous, des tickers, des timers et des tasks. Les tickers, ben, ça se déclenche à intervalles réguliers, jusqu'à ce qu'on l'arrête. Le timer, ça dit, tu as jusqu'à tel délai pour faire quelque chose. J'ai jusqu'à tel délai pour capter un event. Si je ne l'ai pas reçu, je fais X, autre chose. Et les tasks, c'est, au bout d'un certain temps, je vais faire une commande dans le système. Un exemple, c'est une task, je vais lancer une nouvelle main, parce que la main s'est terminée, je lance une nouvelle main au poker au bout de 10 secondes, par exemple. Ça, c'est une task. Donc ça vient cadencer les mains. Ce timekeeper vient gérer toutes les animations dont Loïc a parlé, avec les timestamps, et vient gérer aussi toutes les time banks, parce qu'on a des banques de temps au poker, donc le temps qu'il faut pour pouvoir parler, pour pouvoir faire une action, le temps qu'il faut pour réalimenter sa stack de jetons, quand on est en cash game par exemple, et aussi la disconnection protection. On alloue du temps aux joueurs s'ils ont une perte de connexion pour ne pas les impacter trop. Donc ça, c'est un exemple de diagramme de séquence de timekeeper. Donc très rapidement, il y a l'event flow qui est un mutable shared flow aussi. Il dit, il y a un joueur qui a joué, c'est Bob. Le timekeeper dit, ah, il y a un joueur qui a joué, je lance une coroutine pour dire que Alice a 10 secondes pour faire l'action suivante. Si la coroutine est lancée en parallèle, hein, donc on est débranchant, au bout de 10 secondes, si Alice n'a pas joué, le timekeeper dit au croupier, ça c'est des vraies entités de la table, hein, le timekeeper dit au croupier, Alice se couche,
Alice fait un fold. Ça produit la même commande que si Alice avait effectivement cliqué sur fold, sauf que c'est pas Alice qui l'a joué, c'est le croupier à sa place. Il lui a pris la main, il a dit tiens, tu te couches, t'as mis trop de temps à jouer. Et ensuite, ça produit un player played Alice. Donc voilà, on est réentrant aussi dans le système comme ça. CQRS appliqué en interne. Donc maintenant que vous avez un petit peu la visibilité de tout ce qu'on a fait, eh bien, on a pu partir en prod. Donc on est en prod depuis le 9 décembre 2024. Donc après 1 an et 3 mois de dev, donc on a réuni à peu près 3 squads de 60 personnes. Donc en 1 an, on a réussi à implémenter tout ce qu'on vous a présenté ici. Et donc le challenge initial d'implémenter notre plateforme de poker in-house en 1 an a été réussi. Sauf que, évidemment, tout ne se passe pas comme prévu. Dès lors que nous sommes partis en prod, côté front, est arrivé un lot de critiques. Évidemment, nous on arrive, on est des nouveaux, on refait notre application de poker, on a eu 1 an pour la faire, sauf que les gens, les utilisateurs, comparent tout de suite aux solutions existantes. Donc évidemment, on n'avait pas toutes les dernières fonctionnalités, évidemment, on n'avait pas tous les petits nice to have que les autres solutions de poker avaient, donc on s'est pris un lot de critiques. Évidemment, il y a des choses qu'on n'a pas non plus contrôlées et pris le temps de monitorer, c'est les crashs. Évidemment, il y a des gens qui jouent au poker sur des machines des années 60. Donc forcément, sur des frameworks modernes comme Flutter, avec des animations Rive, eh bien évidemment, on a eu des soucis. Mais on les a résolus parce qu'on travaillait justement en étroite collaboration avec Rive, qui eux, pareil, étaient un framework assez nouveau. Donc avec eux, on a pu faire évoluer le framework pour résoudre ces problèmes. C'est lié également au système de performance, les animations, vu que Rive est un moteur quand même d'animation assez puissant, et bien pareil, toutes ces mêmes personnes qui jouent sur des PC des années 60, évidemment, il y a des problèmes de performance. Et le gros point aussi qui nous a posé problème, c'est les déconnexions. Toute la problématique de comment remettre dans le bon état les joueurs qui perdent leur connexion alors qu'ils sont en train de jouer à leur application de poker. Vous êtes en train de jouer, je ne sais pas, vous passez dans le couloir, vous perdez le Wi-Fi, vous ne captez pas la 5G. Comment, dès lors que vous sortez du couloir et que vous récupérez Internet, on repart dans justement le bon état de la table. Donc ça a été notre gros problème. Et comment on l'a résolu, ça a été de mettre en place une mécanique dès lors qu'on se reconnecte à donc une WebSocket côté client, on va demander au serveur de nous rejouer les 3 derniers événements qui ont été joués à la table. Donc on va avoir un événement de table général pour nous donner l'état actuel de la table. Il y a combien de joueurs, quels sont leurs stacks, quelles sont leurs mises actuelles. L'événement de c'est à qui de jouer. Et le dernier événement pour savoir est-ce qu'il y a des animations à jouer pour que justement l'application se remette dans le bon état. Ouais. Donc là, il y a eu plein de problèmes côté front. Non, il y en a eu quelques-uns, il n'y en a pas eu tant que ça. Mais côté back, il n'y en a pas eu du tout. Voilà. C'est faux. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Donc en fait, on a mis en prod, hein, donc ça, on verra à quelle date, mais on est parti en prod et puis là, on a regardé les dashboards sur la consommation de mémoire des game servers et puis la RAM là, elle faisait que monter. Donc on a dit c'est pas bon ça. Et en effet, tous les 2 jours, les serveurs risquaient de cracher. Et d'ailleurs, il y en a un qui a craché. C'est comme ça qu'on l'a vu au début. On a fait ça a craché, ok. Pourquoi ? Eh bien, on voit le garbage collector qui fonctionne et qui galère de plus en plus. Et au bout d'un moment, c'est la whole gen size, elle écroule. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Déjà, on pleure parce que on est en astreinte. Il y a un gars d'astreinte qui tous les 2 jours dit allez, je fais un switch. Vous vous rappelez le rolling update, hein ? J'en force un tous les 2 jours. J'en force un tous les 2 jours. Puis on en a eu marre. Donc on en a eu marre très vite. Hein. Et on a regardé, on a fait un dump mémoire. En parallèle, on a trouvé une fuite des file descriptors sur Netty, 14 plus WebSocket dans la version qu'on utilisait. Donc on s'est dit, ça y est, on a trouvé, les gars, on a trouvé. Et en fait, non. Spoiler, on a ouvert un ticket, on est passé sur Jetty, mais c'était pas ça le problème. Deuxième problème qu'on a identifié, on a dit, les hashmaps qu'on vide jamais, ça c'est un truc classique. Oui, on en a trouvé une, mais elle représentait qu'un tout petit pourcentage de la mémoire, c'était pas ça. Et en analysant le dump, on a vu qu'on utilisait une librairie d'open tracing maison chez Betclic et qui gardait des références, qui pinaient des choses dans les coroutines. Alors, pin, qui épingle en français, des choses dans les coroutines. Et ça, c'est très mauvais parce qu'une coroutine, c'est du carpooling sur un thread.
Donc si vous faites ça sur un thread, ben, au bout d'un moment, le thread, il a trop de références mémoire, elles sont jamais nettoyées. Et ben, la mémoire s'accumule. Et donc on gagnait beaucoup de gigas très vite de RAM. Voilà. Et donc du coup aussi, comme l'a dit Loïc, on sort une plateforme, donc on est dans le jeu, et dans le jeu vidéo, les joueurs sont pas tendres hein, avec les jeux vidéo, vous le savez tous. Hein. Mais là, il y a un autre problème, c'est qu'on est en plus dans les jeux d'argent, donc vous mettez les deux, vous mélangez, et ça donne, mec de... Bon, vous connaissez peut-être la ref, mais bon. Là, en plus, il joue au poker. Aucune IA n'a été utilisée pour faire ça. Ouais, donc c'était difficile. Les abus, il y en a eu beaucoup. Non, il n'y en a pas eu tant que ça en fait, parce qu'on est très réactif. Par contre, les joueurs, il faut savoir que les joueurs maîtrisent rapidement les subtilités. Alors ça, c'est pour le dire de manière très polie, hein, parce qu'on est gentil avec les joueurs, mais en fait, oui, ils manipulent bien mieux. Enfin, ils sont très forts pour faire de la QA, hein, les joueurs, beaucoup plus que la QA. Hein. Exploitent vite les mécaniques. On a du jeu d'argent, il y a du jeu d'argent, donc forcément les gens essaient de gagner le plus d'argent possible. C'est étonnant, hein. Enfin, je ne m'y attendais pas du tout. Et le silver lining, donc le côté positif, c'est qu'on a un ETA de moyen de fixe des abus de 2 jours dès qu'un problème est détecté. Parce qu'on est très très réactif. Donc quand même, malgré tous ces problèmes, ces petits problèmes, évidemment tout se passe jamais bien en prod, vous l'avez vu, on a quand même réussi à sortir quand même une application de poker avec 3 modes de jeu différents. Donc le mode spin and rush en 3 comptes à 3 joueurs, le mode cash game, un jeu classique où on arrive, on pose et on repart, et enfin les tournois qui est le mode de jeu principal sur les applications de poker. On a également tout un lot de tooling qui vient autour de notre plateforme, notamment des outils de prévention et de détection de fraude, de collusion. Donc les joueurs qui essayent de se dire « Attends, on est sur la même table, t'as quoi comme main, vas-y, du coup je vais essayer de l'avoir et comme ça nous tous les deux on va jusqu'au bout du tournoi ». Et enfin des outils de détection de bots pour que les gens évitent d'automatiser les actions sur notre application et soient obligés de passer par nos clients pour pouvoir jouer à notre plateforme de poker. Et on a également implémenté en parallèle de tout ce qui est visible un back-office qui est extrêmement exhaustif et qui permet de gérer toutes les urgences. Par exemple, je kill une table. Ça arrive peu souvent, mais ça arrive. Les sanctions aussi. Ah, ce joueur-là a un comportement pas correct, ou alors il se couche tout le temps, c'est très étrange, on a les actions suspicieuses. Il est en train de passer tous ses chips à son petit copain en permanence, c'est pas normal. Donc, on le sanctionne. Évidemment, la conformité aux audits ANJ, on a fait ça en parallèle de tout le développement pendant cette année. Les data analytics, c'est très important, surtout quand vous avez de l'aléatoire. Il faut vérifier que les histogrammes correspondent à l'aléatoire que vous annoncez dans les CGU. C'est clé. L'observabilité, on a des traces, des logs, du profiling, des métriques, des KPI métiers. On a sorti ça en même temps. C'est le prochain item. On a un système de joueurs virtuels pour les tests. Donc ça ne dépasse pas bien sûr la pré-prod. Hein, et c'est pour que nos QA puissent jouer à des tournois à 6000 joueurs par exemple pour éviter de demander à tout le monde de jouer dans la boîte. Quoi. Ça serait un peu... Ils ont d'autres trucs à faire en général. Et bien qu'ils aimeraient quand même jouer. Et enfin, l'UX, les designers, la QA et les tests auto-manuels qui ont fait un travail remarquable. Merci à la QA s'ils nous écoutent aujourd'hui. Parce que sans eux et elles, l'appli ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc quelques chiffres, donc après toutes ces années, donc là c'est les chiffres d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notre plateforme de poker rassemble un tiers des joueurs français sur le marché du poker. Donc c'est plutôt énorme. On a 2 fois plus de nouveaux joueurs que le marché généralement. On ne citera pas nos chers copains qui sont présents à cette conférence. Je ne sais pas. Plus de centaines de milliers de joueurs par mois. On est mobile first, comme je vous ai montré sur la conception du design. Et on a un rythme de déploiement de features assez particulier, notamment dans l'industrie. C'est qu'au moins niveau back, on est sur du continuous delivery. On est une des seules, pour pas dire la seule, plateforme de poker dans le monde, sans trop m'avancer, qui arrive à déployer des fonctionnalités. Et quand je dis fonctionnalités, je dis même des nouveaux modes de jeu, des gros modes sans de jeu. avoir du downtime sur notre application. Donc là, le dernier mode de jeu qu'on a sorti, là, il y a un mois à peine, donc le SKO,
il est sorti alors que l'application continuait de tourner directement. Et pour le front, on est sur un rythme de 2 semaines sur toutes les applications. Donc comme je vous ai expliqué, grâce à Flutter, on peut déployer des nouvelles fonctionnalités sur les plateformes mobiles et desktop à un rythme de 2 semaines. Et le petit dernier chiffre, pour appuyer le downtime, depuis la mise en prod, on a seulement eu 2 heures de downtime sur notre application. Ça, c'est le SLA, mais bon, j'ai Ça, mis c'est des pour, virgules, mais C'est pour se la péter. Un peu. ouais, clairement. Mais il faut, parce que c'est important. Il faut. Faut être fier. Oui. Et alors, le bilan, un an après cette mise en prod, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous montrer les best practices, ce qu'elles ont permis de mettre, de pouvoir faire, la vélocité à laquelle on peut livrer les nouvelles features. En un an de vie en prod de cette plateforme de poker, on a rajouté immédiatement, hein, c'est les petits tweaks dont vous parlez Loïc, le mode sombre et les thèmes de cartes, parce que ça, les joueurs pros, ils voulaient absolument ça. C'est indispensable. On Ouais. nous a dit ils ne peuvent pas jouer sans le mode sombre et avoir des cartes roses et vertes. C'est ça. C'est pas possible. Mais parce que non, mais ils jouent beaucoup la nuit et c'est vrai que le mode sombre, ça peut aider. C'est pour ça. Les winning odds, donc ça, ce sont les probabilités de gagner une fois que tout le monde a révélé ses cartes. Donc ça, les joueurs sont très habitués à ça. C'est un challenge d'ailleurs, c'est beaucoup de probas, de stats, de pré-calcul. On met des choses en cache. Les bonus zones et la gamification, parce que on a une appli qui est jeu vidéo, donc gamifié, c'est très très important. On a rajouté ça. Ça permet de gamifier toute l'expérience. Des nouveaux thèmes pour des événements majeurs qui sortent. On a rajouté un énorme gros mode jeu de tournoi qui s'appelle les Progressive Knockouts. Donc voilà, qui permettent d'avoir des bounties. Hein, comment on dit des bounties en français? Je ne sais même plus. Des primes. Des primes, merci. Merci. Sur les joueurs, la tête des joueurs, et puis on peut gagner la moitié de la prime du joueur qu'on bust, qu'on élimine. Donc ça, c'est un mode jeu qui est très plébiscité par les joueurs. On a fait des gros travaux pour être, je pense, avoir un très haut niveau de fairness, d'équité en fait par rapport aux autres joueurs en cash game. D'ailleurs, nous on est très très fair pour les cash games, contrairement à certaines autres rooms. Et les Smash Knockout, qui sont encore c'est le plus gros mode de tournoi qu'on ait livré et qui est aussi très attendu par les joueurs, qui était très attendu par les joueurs. On l'a livré en vitesse record. C'est un mode de jeu qui rajoute, c'est ce que vous avez vu avec le trou noir et la table qui casse, que Loïc vous a montré tout à l'heure. Bon, on va pas rentrer dans les règles, mais si vous êtes curieux, vous pouvez regarder. On peut les tester sur l'application. Alors, on n'est pas là pour faire du commerce, mais on n'est pas des commerciaux, mais bon. Voilà. Et d'autres. J'avais oublié. Et plein d'autres choses. Ah, le timing. On a tout raté, on recommence. Voilà. Eh ben, écoutez, c'était nous. C'est nous, hein? C'est nous. Ok. C'est nous. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Faisez des feedbacks, c'est bien les feedbacks. On a 1 minute, on peut prendre peut-être une question. Wow, Il y en a dans la salle. Et puis après, vous pourrez échanger avec nous. Oui. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant et c'est vrai que c'est un projet très challengeant comme projet Flutter. Ma question, c'est par rapport au layout sur Flutter. J'ai l'impression que c'est contre comment Flutter gère d'habitude le layout parce que on ne calcule pas la distance comme ça pour adapter aux différents écrans. Je trouve que c'est un peu contre-intuitif. Okay. La deuxième chose que je veux évoquer, c'est je ne me rappelle plus le moteur d'animation. Rive. Ouais, Rive. Est-ce que ça devient un peu le flasher d'avant, plus ou moins? J'ai l'impression que ça. Et voilà, c'est un peu tout. Merci. Merci pour ta question. Pour le positionnement en Flutter, je ne suis pas trop d'accord avec ce que tu avances. En Flutter, quand même, on a quand même des positionnements basés sur des contraintes. Généralement, les contraintes par enfant qui redescendent pour justement savoir comment les éléments peuvent se placer. Donc nous, on a fait un peu la même chose. En fait, on a remanié un petit peu ce système de contraintes. Donc comme tu l'as vu, en récupérant des contraintes de la maquette qu'on va venir appliquer à nos éléments. Donc en gros, tous nos éléments vont se baser par rapport à la table, en fait. Donc tous nos éléments vont être sur la table et c'est cela qu'on va aller positionner. Et ça va être ça, nous, notre nouveau système de contraintes pour aller positionner et mettre la taille de nos nouveaux éléments.
Et pour la deuxième partie sur Rive, oui, ça commence à se développer de plus en plus, ça commence à être beaucoup plus simple de mettre en place des animations Rive dans les applications. Là, aujourd'hui, nous, on a un contexte sur Flutter, mais ça peut s'utiliser de partout. Merci à tous. Merci. 0.